Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline. Nous allons parler du Parti Socialiste, mais d'abord quand même, première étape dans la réforme de la SNCF ce matin au Conseil des ministres, avec le projet de loi d'habilitation qui va autoriser le gouvernement à passer par ordonnance sur ce texte-là. Est-ce que l'état des lieux des finances de la SNCF justifie cette urgence ? Écoutez, il y a un sujet SNCF, c'est une évidence, mais il n'est pas la catastrophe que le gouvernement annonce. Ce matin, il y a un journal qui reprend la comparaison avec la Deutsche Bahn, avec notre équivalent allemand, et qui montre en quoi la SNCF, en réalité, tient la route, si je puis dire, par rapport à sa concurrente allemande. Et donc, on a aujourd'hui un gouvernement qui noircit le tableau à dessein pour pouvoir pousser une réforme et surtout mettre un ultimatum à cette négociation qui n'en est pas une, qui est simplement une concertation, qui va simplement mettre en scène un dialogue, mais qui sera en fait un dialogue qui se conclura nécessairement par la seule volonté du gouvernement, ce qui est devenu une technique habituelle de ce gouvernement. Les ordonnances. Les ordonnances. Qui est un procédé qui vous choque ? C'est un procédé qui me choque, d'abord parce qu'il interdit au Parlement de faire son travail. Ensuite, il pose une fin de non-recevoir à ceux qui veulent dialoguer avec le gouvernement. Et donc, là où il faudrait négocier, avoir... La SNCF, c'est notre patrimoine commun, c'est nous qui l'avons financé, tous les Français. Et donc, ça supposerait que les usagers, les Français, les cheminots puissent en discuter et que nous puissions avancer ensemble. Vous dites qu'il y a un sujet, néanmoins, SNCF. Dans les mesures qui seront prises et souhaitées par le gouvernement, il y a l'ouverture à la concurrence, la transformation en société nationale à capitaux publics ou encore la suppression du statut des cheminots pour les nouvelles recrues. Sur ces aspects-là, très précisément, que dit le Parti socialiste ? Qu'est-ce que vous dites, vous ? Le vrai sujet, en réalité, c'est qu'on a une SNCF aujourd'hui qui fait face à une dette qui est abyssale, mais qui n'est pas liée aux cheminots, qui est liée en réalité au fait que depuis des décennies, nous avons investi lourdement parce qu'il fallait des TGV, des TER, des RER, il fallait en fait mettre en place des moyens de transport pour les Français. Et donc c'est ça qui a grévé la dette de la SNCF. Et donc aujourd'hui, cette dette, elle produit des coûts financiers chaque année qui sont gigantesques et donc qui ne permettent pas à la SNCF d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette ? Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette ? Et qu'est-ce que vous dites, vous ? Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette dette ? Eh bien, eux, l'État l'a repris et donc... sans condition ? Sans condition, enfin je ne sais pas si c'était sans condition, mais enfin en tout cas, ça a été repris et ça a permis à la Deutsche Bahn de retrouver un oxygène qu'elle n'avait plus. Donc la première question, c'est est-ce que l'État est prêt aujourd'hui à reprendre cette dette, oui ou non ? Ça, c'est la première question. Ensuite, il y a la question du statut de la SNCF elle-même. Nous avons, dans la législature précédente, créé 3 établissements publics, industriels et commerciaux qui permettaient à la fois de l'ouverture à la concurrence décidée par l'Europe et en même temps de maintenir un cadre commun à l'ensemble de ce qu'est l'opérateur historique. Eh bien, la question maintenant, c'est de savoir si derrière la volonté du gouvernement de changer de statut, il n'y a pas une volonté de privatisation qui serait... une privatisation de ce qu'est notre patrimoine commun et surtout ce qui serait incompréhensible. Parce que si on reprend la dette, mais qu'ensuite on privatise, c'est-à-dire qu'on mutualise la dette et on privatise les profits. Ce sont les derniers qui peuvent dire non à Emmanuel Macron, les cheminots. Je rappelle que ce matin, Philippe Martinez explique que le gouvernement a choisi l'affrontement. Est-ce que ce sont les derniers qui ont la possibilité de dire non ? Je pense que les Français ont l'occasion de dire non chaque... fois qu'il en a donné l'occasion. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un gouvernement qui est en train de réaliser une espèce de tourbillon d'annonces pour, en fait, multiplier les fronts et faire en sorte que personne ne se repérant plus dans ce qui est devenu un panorama assez compliqué, eh bien, ça va permettre de dissocier les revendications et que chacun se demande finalement à quelle chose... Et vous laissez faire ? Personne ne laissera faire et c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste que nous allons retrouver prochainement, eh bien... ira jusqu'au bout sur l'ensemble de ces sujets, s'opposera en proposant à chaque fois une autre vision, une autre façon de faire société ensemble. Un mot sur les retraités qui se mobilisent demain. Vous êtes solidaire déjà de cette mobilisation des retraités ? Je rappelle qu'ils manifestent contre la hausse de la CSG. Certains considèrent que c'était une génération dorée. On a entendu ces mots-là, notamment dans la bouche de certains élus de La République En Marche, et qu'ils doivent participer à l'effort. L'argument du gouvernement, c'est de dire, de toute façon, on vous avait prévenu, c'était un élément de la campagne. Vous vous rendez compte, génération dorée pour des gens qui ont une retraite de 1 200 €, c'est à eux qu'on pense quand on dit ça ? Est-ce que vraiment on peut considérer que ces gens qui ont finalement essayé toute leur vie d'accumuler quelques biens, eh bien, se voient aujourd'hui dans une situation où on leur ponctionne chaque mois un bout de leur retraite ? Vous vous rendez compte qu'il y a quelques jours,
alors que l'Assemblée et le Sénat s'étaient mis d'accord sur la revalorisation du minimum retraite agricole, eh bien le gouvernement a procédé par un vote bloqué pour interdire cette évolution. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, ce sont les mêmes qui sont amenés à payer? Non, effectivement, ce gouvernement n'est pas un gouvernement juste. C'est un gouvernement qui même utilise tous les moyens de procédure pour interdire des accords qui existent entre la droite et la gauche sur une revalorisation qui était nécessaire, par exemple, pour la retraite agricole. Et c'est un gouvernement qui veut légiférer, qui veut réformer les institutions, justement avec l'idée que les Français veulent, eux, aller vite. Ils veulent des réformes et ils veulent des résultats. Donc le gouvernement dit on va faire une réforme des institutions. Et puis, par exemple, on va revenir sur le droit d'amendement qui ralentit les débats. C'est une tentation, on va dire, verticale qui vous pose un problème sur le fond? Et pour faire le lien avec la discussion que nous venons d'avoir, en fait, sur le terrain économique, Emmanuel Macron, c'est le laisser-faire. Sur le terrain social, c'est le laissez-moi défaire. Et sur le plan démocratique, c'est le laissez-moi faire tout court. Et donc, on est dans une situation où, finalement, on le voit, il avance et il cherche à écarter tout ce qui pourrait ressembler à un contre-pouvoir. Et donc, vous mettez quoi dans ça? Vous mettez les journalistes, vous mettez le Parlement, vous mettez le Parlement, les je mets syndicalistes? les élus locaux, je mets les corps intermédiaires, les syndicalistes, le monde associatif. Enfin, tout ce qui peut, à un moment donné, opposer une parole à la politique qu'il conduit est condamné par lui très vite, puisque là, vous voyez que dans la réforme qu'il propose, il ose suggérer que le droit d'amendement soit limité. Aujourd'hui, le droit d'amendement, il est individuel, il est lié à chaque parlementaire. Et nous pouvons, sur chaque texte, dire ce qui va et ce qui ne va pas. Demain, parce que vous êtes dans l'opposition, vous aurez moins de droits que dans la majorité. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez le droit à 3 amendements quand celui qui est dans la majorité, on aura le droit à 10. Parce qu'il s'appuie sur l'idée que les Français veulent réformer, veulent aller vite, veulent des résultats. Mais qu'on veuille réformer, tout le monde veut réformer. Simplement, ce n'est pas n'importe quelle réforme, ce n'est pas la réforme pour la réforme. Regardez ce qu'il fait. Prenons l'exemple de l'assurance chômage. Vous avez promis monts et merveilles. Ce sont aujourd'hui 30 000 personnes qui pourront bénéficier de ce droit à l'assurance chômage en cas de démission. Ils sont 1 million à démissionner chaque année. Donc voilà la mécanique à couche d'une souris. On nous dit qu'on réforme, mais on ne réforme pas, on défait. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Un mot sur les militants socialistes qui vont voter à partir de demain. Cette fois, ça y est, on y est. Est-ce que la victoire peut vous échapper, Olivier Faure? Mais ce sont les militants qui choisissent. Et donc, c'est à eux que revient le dernier mot. Et moi, je ne sais pas ce qu'ils feront. J'espère qu'avec eux, j'entamerai le chemin de cette renaissance souhaitée. D'accord, la vraie réponse. Mais la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas qui sera présent demain. Je ne sais pas quels seront les militants qui se déplaceront. Je souhaite qu'ils soient nombreux à donner un signal qui doit être le signal de notre renouveau collectif. Votre première décision, si vous êtes premier secrétaire? Ce sera des femmes à toutes les fonctions qui seront en capacité, à égalité avec les hommes, d'avancer. Merci beaucoup, Olivier Faure. C'est à vous, Laurent Messi, c'est à vous. Merci.